Après 72 jours d'absence, nous allons enfin revoir Rafael Nadal en compétition à Monte-Carlo. Eh ben non en fait. C'est ce qui aurait dû se passer sachant que le tournoi avait annoncé la participation de l'Espagnol sur leurs réseaux sociaux. La légende dit que depuis, le community manager a été viré parce que oui, cette semaine, Rafael Nadal s'est prononcé. Il ne participera pas au premier Masters 1000 sur Terre étant donné qu'il ne se sent pas prêt encore à concourir au plus haut niveau. Et le problème dans tout ça, c'est que l'horloge tourne. Roland Garros est dans moins de 50 jours, alors qu'attendre de l'Ibérique pour la saison sur terre battue. À l'aube de Monte-Carlo, nous allons passer au crible tous les joueurs qui vont briller ou non durant cette période qu'on adore. C'est parti, jingle. Alors je pense que c'est important de faire un topo sur la situation de Rafael Nadal, on va commencer par lui. Il a repris l'entraînement raquette en main le 27 février et surtout lors du Classico Real Barcelone. Il a donné plus de précisions quant à la blessure qu'il avait contractée lors du deuxième tour à l'Open d'Australie contre McDonald. Je vais le citer, je vais très lentement, je vois les choses semaine après semaine, je fais des tests pour voir comment évolue la blessure. Je n'ai pas beaucoup parlé depuis l'Australie, mais en Australie j'ai eu une grosse blessure, c'était une très grosse déchirure du muscle. J'ai déchiré un petit bout du tendon. C'est un endroit très compliqué dans le psoas, dans tous les sports, mais au tennis, c'est de là que nous tirons notre force, donc l'évolution est plus lente que nous le souhaiterions. On n'a pas d'autre choix que d'être un petit peu patient. C'est vrai que le calendrier passe et que je n'ai plus 20 ans. Et après une année comme celle que j'ai vécue, on est fatigué, mais je fais ce que je peux. Tous les jours, je suis à l'académie pour m'entraîner, la gym, la récupération, 15 ou 20 minutes sur la piste pour que mon bras ne dégénère pas. Mais pour l'instant, j'attends de voir comment je vais progresser. Je ne sais pas si ça sera à Monte-Carlo, je ne sais pas si ça sera à Barcelone, si ce sera Madrid, mais je veux jouer, donc quand je pourrai être là, je serai de retour. Alors oui, on pourrait avoir l'impression que ça fait plus de 30 jours que Rafael Nadal s'entraîne chez lui d'arrache-pied, sans mauvais jeu de mots, mais il en est tout autre si on analyse un petit peu les séquences qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Comme tu peux le voir lors de son premier entraînement, il ne se déplace pas du tout. Là, c'était plutôt une reprise pour que le bras ne soit pas trop longtemps au repos, pour qu'il reprenne quelques sensations, mais il n'avait pas de réel objectif. D'après les échos que j'ai de l'académie, ça fait un petit peu moins de 3 semaines qu'il a vraiment repris l'entraînement avec une progression constante de jour en jour. Au départ, il n'était pas du tout satisfait de ses premières séances d'entraînement et son clan était très peu confiant. Je parle notamment de Gustavo Marcaccio qui a récemment intégré son staff. Mais là, ça fait quelques jours, quelques semaines qu'il a repris la marche en avant, qu'il arrive à progresser séance après séance. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il commence à retrouver des sensations avec un rythme de plus en plus soutenu. Et c'est vrai que c'est toujours le problème parce que beaucoup de vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, mais si on les analysait, certains s'extasiaient devant les coups droits de Rafael Nadal où il lançait bombe sur bombe, mais il se déplaçait très peu, il ne servait pas du tout. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est un processus très lent, et quand on a pu le voir se déplacer, il était quand même très en retard. On le voyait sur ses déplacements latéraux, c'était pas ça du tout. Ce qui faisait qu'il y avait quasiment 99% de chances qu'il ne dispute pas Monte-Carlo, on l'a dit dans notre précédent live. Et par rapport à ses déplacements, il avait peut-être plus de chances de concourir pour le tournoi senior. Si on fait le bilan, sachant qu'il a déclaré forfait pour Monte-Carlo, il aura au maximum, s'il gagne tout, 15 matchs dans les pattes avant Roland Garros sur terre battue. D'une façon réaliste, on peut peut-être plus miser sur une dizaine de matchs, et ça, c'est encore s'il revient pour Barcelone. Parce que s'il revient pour Madrid, dans des conditions qu'il n'affectionne pas du tout, ça peut être de plus en plus compliqué. Et c'est bon de rappeler que depuis Wimbledon 2022, soit 10 mois, c'est seulement 13 matchs disputés, 5 victoires, 8 défaites. Et on peut s'interroger de savoir si Rafael Nadal il a déjà connu de telles situations, arrivé à Roland Garros avec si peu de repères, de confiance, d'autant plus que là pour le moment, il est 14e. Et si on remonte un petit peu dans les années précédentes, on peut identifier 3 années. Mais encore une fois, il y a quand même des exceptions parce que ce n'est pas totalement identique à ce que va vivre l'Espagnol cette saison. Je t'entends déjà me parler de 2022 où Nadal débarque à Roland Garros avec seulement 5 matchs disputés sur terre battue, 3 victoires, 2 défaites. En plus, il avait quitté Rome contre Denis Shapovalov avec un pied souffrant. Mais je pense que tu sous-estimes la confiance acquise en début de saison par l'Espagnol, sachant qu'il a triomphé à la ATP 250 de Melbourne, à l'Open d'Australie, en plus en faisant une remontada en finale à Acapulco, qu'il arrive en finale à Indian Wells, ce qui fait qu'il a 20 victoires consécutives, qu'il gagne un grand chelem en étant off 6 mois. L'état d'esprit n'est pas du tout le même. Quand il arrive à Roland Garros, il se dit il y a moins de 6 mois, je l'ai fait. J'avais très peu de matchs, très peu de repères, très peu de confiance, et pourtant je gagne l'Open d'Australie, d'autant plus qu'à ça on peut rajouter un petit peu l'adrénaline, le côté one shot, de se dire je tente mon va-tout avec ce traitement pour mon pied, et finalement je suis un peu miraculé, j'arrive à passer en me sortant des pièges contre Geliasim, contre Djokovic, contre Zverev, et j'arrive à en profiter. Là ça ne sera pas du tout pareil, parce que là le bonhomme il n'a plus de confiance depuis un an.
Finalement, la dernière victoire qu'il gagne à la Grinta, à la confiance, c'est ce quart de finale à Wimbledon contre Taylor Fritz, mais depuis, c'est le désert total. D'autres, peut-être, vont parler de 2020, qui aurait pu être un bon exemple, sachant qu'il a disputé seulement 3 matchs avant Roland-Garros avec une défaite contre Diego Schwartzmann à Rome, mais là encore, c'était particulier. C'était une année de pandémie où il y avait une saison éreintante entre les États-Unis sur dur, ensuite repartir en Europe sur la terre battue, donc le changement était compliqué, c'était nouveau pour tout le monde, ce qui fait que Nadal a pu tirer profit de cette fraîcheur par rapport à ceux qui revenaient des États-Unis, et là, encore une fois, ça ne sera pas le cas, sachant que c'est une saison normale. Et enfin, la troisième saison que j'ai identifiée, c'est 2018, où Nadal abandonne en quart de finale contre Marin Cilic à l'Open d'Australie. Derrière, il se le reblesse à l'entraînement à Acapulco. Il avait une très bonne saison 2017, mais sur la fin, il finit un petit peu sur les rotules avec une blessure au genou. Et il revient pour Monte-Carlo, où il va enchaîner 14 victoires de suite, jusqu'à une défaite contre Dominic Thiem en quart de finale à Madrid. Peut-être que c'est l'année qui ressemble le plus, sauf que Rafael Nadal avait 5 ans de moins. Là, ça va être différent parce qu'il va devoir retrouver du rythme, des repères, de la confiance très rapidement. Pas sûr qu'il puisse faire comme en 2018 où il s'était imposé quand même coup sur coup à Monte-Carlo, Barcelone, puis à Rome avec seulement une défaite contre Dominic Thiem à Madrid. Actuellement, il est 14e, Rafael Nadal, et il a seulement 270 points à défendre jusqu'à Roland-Garros, 180 points à Madrid et 90 points à Rome. Et ça va être important le classement parce qu'il s'il se trouve entre la 13e et 16e place, il aurait 50% de chance de jouer Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz en 8e de finale à Roland-Garros. Et ce qui va être intéressant à surveiller, c'est qu'on a une situation inversée entre ce qu'ont vécu Rafael Nadal et Novak Djokovic en 2022 et en 2023, parce qu'en 2022, Nadal gagne l'Open d'Australie, il arrive certes sans rythme à Roland-Garros avec des repères et de la confiance quand même par rapport à son premier trimestre de l'année, et Djokovic, c'était 3 matchs à Dubaï, 13 matchs sur terre battue avant Roland-Garros, 10 victoires, 3 défaites avec un titre à Rome, et là, en 2023, c'est Djokovic qui s'est imposé à l'Open d'Australie et Rafael Nadal qui finalement a joué seulement 4 matchs en cette saison, qui va arriver avec peut-être au mieux 10 matchs sur terre battue avant Roland-Garros, et si les deux venaient à s'affronter, la situation et la tendance seraient totalement différentes parce que Djokovic, c'est lui qui aurait la confiance, les repères face à Rafael Nadal qui serait peut-être encore en rodage, en manque de rythme et en manque de confiance. Encore une fois, Rafael Nadal va connaître une situation inédite cette saison. Quand même, depuis 2018, c'est la 4e fois que ça lui arrive de ne pas arriver forcément dans les meilleures dispositions pour son grand chelem à Roland-Garros. Est-ce qu'il est prêt à relever ce nouveau challenge ? Ça, on va surveiller ça de très très près, bien sûr, pour voir s'il est capable de décrocher un 15e titre à Roland-Garros. Il nous a surpris plus d'une fois, mais là, ça s'annonce vraiment compliqué pour lui. Au fait, nous, c'est Games Talk qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si tu ne veux rien manquer de la saison sur terre battue qui s'annonce dantesque quand même, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Bon, c'est bien beau de parler de Rafael Nadal, mais il y a plein d'autres joueurs qui peuvent briller sur cette saison sur Terre, à commencer par Novak Djokovic, qui d'ici quelques jours va être confronté à un nouveau challenge, sachant qu'il n'a pas joué les demi-finales à Monte-Carlo depuis 2015. Pire encore, son bilan depuis cette année-là, c'est 7 victoires pour 6 défaites. Et il compte 2 titres là-bas en 2013 et 2015, avec quand même des défaites qui font tâche depuis 2016. Vesely, Goffin, Evans, Davidovich Fokina. D'ailleurs, c'est bon de rappeler qu'il a gagné ses 2 titres à Roland-Garros après 2015, donc en 2016 et 2021. Coïncidence ? Je ne pense pas. Parce que oui, le Serbe a besoin de temps sur la surface pour monter en puissance. Il a un plan clair. C'est pas à Monte-Carlo qu'il va déployer son meilleur tennis sur terre. Lui, son but, c'est d'atteindre son pic de forme à Roland-Garros. Et il prépare un plan pour faire mieux de tournoi en tournoi, parce que c'est compliqué pour lui sur terre battue. Il doit vraiment adapter son jeu, notamment sa puissance du fond du court, son agressivité côté coup droit, parce que c'est vraiment son arme. S'il arrive à faire mal sur terre, c'est vraiment avec son coup droit, c'est ce qui va lui permettre de dicter les points, et moins avec son revers, même s'il est toujours très bon dans ce compartiment de jeu là. Il va devoir trouver le bon dosage, la bonne puissance, notamment avec son service plus sain. Et c'est pareil pour son service qui est redoutable sur toutes les autres surfaces, mais sur sa seconde balle, c'est un peu friable quand même sur terre battue, c'est beaucoup plus lent, la balle va plus revenir, ça va l'engager un petit peu dans des longs rallyes, et en début de saison sur terre, il n'est pas forcément prêt, que ça soit côté coup droit, au service, ou également dans son endurance du fond du court. On l'avait vu l'an dernier contre Davidovich Fokina qui l'avait surpris, mais derrière il avait fait de mieux en mieux jusqu'à ce titre à Rome. On rajoute à ça les conditions venteuses de Monaco, et c'est le combo gagnant pour lui, et ça explique pourquoi il n'a plus triomphé là-bas depuis 2015, mais je pense que c'est important pour Djokovic de ne pas atteindre son pic de forme trop tôt sur terre battue, et c'est bien qu'il ait cette marge, ces différents tournois pour monter en régime petit à petit. Et si on regarde ce qu'il fait à Madrid et à Rome depuis 2016, c'est beaucoup mieux que sur le rocher monégasque
À Madrid, 17 victoires, 3 défaites, 2 titres. Et à Rome, 30 victoires, 5 défaites et 2 titres. Au niveau de ses points qu'il a à défendre jusqu'à Roland Garros, c'est 1520 points. Donc il peut, je pense, les consolider. Il faudra peut-être pas compter sur lui tout de suite à Monte-Carlo. Et encore, il est capable de nous surprendre. Mais à coup sûr, derrière, il va mettre la machine en marche et monter en puissance petit à petit. On a également Tsitsipas qui est double tenant du titre à Monte-Carlo avec un quart à Barcelone, une demi à Madrid et une finale à Rome en 2022. Une interrogation sur lui quand même par rapport à son état physique. On l'a vu blessé, gêné à l'épaule, pas au service, mais vraiment sur son compartiment revers où il sliceait énormément. Il n'arrivait pas à mettre un petit peu plus de volume sur son revers. Il adore la terre battue parce qu'il a du temps, notamment pour se décaler et frapper avec son coup droit. Il sera attendu au tournant. Il n'a jamais brillé à Indian Wells, à Miami. Forcément, lui, son baromètre, ça va être Monte-Carlo où il défend quand même son titre. Ça va être compliqué peut-être. Parce que, encore une fois, il n'a pas fait de réelle coupure à l'intersaison, ce qui fait qu'il est arrivé très en forme avec beaucoup de rythme, de repères à l'Open d'Australie, d'où sa finale, même s'il passe un petit peu à côté de l'événement. Mais derrière, ça commence à s'effriter, sachant qu'il va commencer à ressentir un peu la fatigue de ne pas avoir fait de réelle coupure. On va voir s'il a pu recharger les batteries pour ce début de saison sur terre, où il a quand même 2050 points à défendre jusqu'à Roland Garros. La grosse variable sur le circuit ATP par rapport à cette saison sur terre, c'est Daniil Medvedev qui a 0 points à défendre jusqu'à Roland Garros. On sait qu'il peut bien jouer sur cette surface, demi-finaliste en 2019 à Monte-Carlo où il avait sorti quand même coup sur coup Tsitsipas et Djokovic. Il choque contre Lajovic alors qu'il menait 5-0 ou 5-1. On sait, voilà, que s'il veut, il peut bien jouer, même si son jeu n'est pas forcément adapté à la terre battue parce qu'il frappe très tendu, très à plat, ce qui fait que dans des positions défensives, c'est compliqué, tu as une faible marge de sécurité par rapport au filet, donc si tu liftes un peu moins, soit ça va dans le filet, soit ça sort, donc c'est compliqué pour Daniil Medvedev, d'autant plus qu'on va le voir pester contre la surface, ce qui fait que ça peut être un peu les montagnes russes avec lui, mais je pense qu'il peut quand même faire du bon sans non plus gagner énormément de tournois, voire même sans en gagner un seul. Mais il peut aller loin avec la confiance qu'il a acquise et il peut faire mal sachant qu'il est redevenu un mur et il va tout renvoyer. C'est lui qui va peut-être frustrer ses adversaires. L'autre grand absent de Monte-Carlo, c'est Carlos Alcaraz. On avait hâte de voir potentiellement des retrouvailles entre Djokovic et le jeune espagnol et ça ne sera pas le cas parce qu'il a annoncé sur son compte Twitter qu'il était blessé au niveau de l'arthrite post-traumatique à la main gauche et une gêne musculaire à la colonne vertébrale qui a besoin de repos, notamment pour se préparer sur tout ce qui arrive. Il a 1510 points à défendre jusqu'à Roland Garros. Il a été titré à Madrid et Barcelone, mais finalement cette blessure n'est pas une mauvaise chose. Pour moi, j'avais d'énormes doutes par rapport à Carlitos, notamment sur son enchaînement. S'il faisait toute la tournée sur terre battue, il allait arriver cuit, voire blessé à Roland Garros. Là, finalement, ça lui fait un petit peu de repos. On l'a vu éreinté contre Yannick Sinner en demi à Miami. Là, peut-être qu'il va revoir un peu son état d'esprit parce que voilà, son but, c'est d'arriver à son pic de forme à Roland Garros. L'an dernier, il a été battu par un excellent Alexander Zverev en quart de finale. On sait qu'il préfère le dur par rapport à la terre, mais il peut très bien jouer sur cette surface. Il a toutes les armes pour briller. Mais voilà, cette épée de Damoclès sur son physique, le fait qu'il soit agressif des deux côtés, qu'il a cette volonté d'attaquer sans relâche, qui n'est pas encore suffisamment de points gratuits au service, il a ce risque de blessure et il faudra surveiller ça de très très près. Après, on peut citer d'autres joueurs comme Holger Rune qui a 490 points à défendre d'ici Roland Garros. Il a fait un quart l'an dernier, il a été titré à Munich. Casper Ruud, 845 points à défendre pour le Norvégien d'ici Roland Garros. Son but, lui, ça va être de retrouver la confiance. C'est vrai qu'il l'a dit, cette tournée d'exhibition en fin d'année dernière avec Rafa n'a pas été une très bonne chose. Il se reblesse à l'Open d'Australie, il revient trop tôt. Et là, il manque de confiance, notamment côté coup droit où c'est criant. La balle n'arrive pas du tout à sortir. Il va devoir reconstruire cette confiance petit à petit, mais ça risque d'être très compliqué pour lui. Andrei Rublev, qui n'a que 530 points à défendre d'ici Roland Garros, qui a fait finale à Monte-Carlo il y a 2 ans, qui avait notamment battu Rafael Nadal, mais lui c'est tout ou rien. Il a ce plan A, mais derrière son plan B, il ne fonctionne pas trop. Comme le disent sur le Discord un petit peu les talkers, c'est un poulet sans tête et il va devoir trouver des solutions pour essayer de progresser et péter ce plafond de verre au niveau de son tennis. Un Alexander Zverev qui lui aussi va avoir énormément de points à défendre d'ici Roland Garros, 1320 points, demi à Monaco, finale à Madrid, demi à Rome. Ça s'annonce compliqué. Il y a eu du bon à Dubaï, Indian Wells, il est reparti un peu dans ses travers. À Miami, il va y avoir des hauts, des bas. On sait qu'il peut très bien jouer sur cette surface, mais encore une fois, il va avoir besoin de confiance pour enchaîner les bons résultats, sachant que tout a commencé avec cette blessure à Roland Garros. Je pense qu'il faut plus miser sur lui au niveau du second semestre de l'année 2023. Auger-Aliassime qui a annoncé être blessé au genou, qui reviendra pour Madrid, et on sait qu'il peut bien jouer sur cette surface. Il l'avait montré contre Nadal en 8e de finale à Roland, mais ça s'annonce compliqué. Déjà que son début de saison, c'est pas facile pour le Canadien. Il n'arrive pas à surfer sur la confiance qu'il avait acquise en fin de saison 2022 par rapport à sa série
série en indoor. Là, dès que son plan ne passe pas, un petit peu comme Rublev, il est aux abonnés absents, comme son compatriote Denis Shapovalov d'ailleurs. Et enfin Yannick Sinner qui a 450 points à défendre d'ici Roland Garros avec un quart à Monaco et à Rome. On l'attend beaucoup, l'Italien, même s'il a montré ses limites en finale à Miami par rapport à son manque de variation. Je pense qu'avec sa puissance du fond, sa lourdeur de balle, il peut faire mal. Il a déjà fait un quart de finale à Roland Garros. Et je t'ai noté quelques joueurs qui peuvent performer sur terre, qui vont peut-être jouer les coupeurs de tête d'ici les semaines à venir. Un Thomas Martin Etcheverry, l'Argentin, qui a exactement le même profil qu'un Léo Mayer, sauf qu'il a un revers à deux mains. Il a déjà fait une bonne campagne en février. Un Christian Garin qui revient très très bien. On l'a vu à Indian Wells, Miami. On sait que la terre battue, c'est sa surface. Il a cette puissance du fond du court. Un Lucas Van Haché, également notre Français qui est rentré dans les 100 premiers mondiaux, qui a fait sa première victoire sur le circuit principal cette semaine à Estoril contre Pedro Sousa, et il est très en confiance en Challenger, 13 victoires, 3 défaites en 2023. Il va devoir maintenant passer le cap sur le circuit principal. Et quid de Dominic Thiem qui a seulement 2 victoires en 2023 contre Molcan et cette semaine contre Sebastian Hoffner, son compatriote. Ça risque d'être compliqué, on sent vraiment un manque de confiance comme chez Casper Ruud, qui est peut-être à l'image de celui qu'avait Rafael Nadal en 2015-2016, à un degré différent bien sûr, où au niveau de son coup droit il n'arrive pas du tout à être offensif, agressif, sa balle ne sort pas, il fait des cloches au milieu du terrain. Alors c'est bien beau tout ça, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette saison sur terre battue ? J'aimerais bien qu'il y ait un combat à 4 entre Djokovic, Tsitsipas, Alcaraz et Rafael Nadal, mais dans les faits ça s'annonce quand même très compliqué. Je pense que Djokovic va avoir une montée en puissance progressive, comme il le fait depuis quelques années sur terre battue, arrivant à Roland Garros en pleine possession de ses moyens. Tsitsipas, je ne sais pas trop l'état physique du grec, est-ce qu'il va réussir à performer d'entrée à Monte Carlo et oublier ce qui s'est passé à Indian Wells, Miami et surtout cette finale un petit peu manquée à l'Open d'Australie. Il est double tenant du titre, il adore ses conditions de jeu, donc il faudra forcément le surveiller. Je pense que la surprise peut venir d'un Daniil Medvedev qui a énormément de confiance. Je ne le vois pas forcément triompher à énormément de tournois, voire gagner un tournoi comme je te l'ai dit, mais je pense qu'il peut aller loin, qu'il peut gagner pas mal de points, sachant qu'avec cette confiance retrouvée, il va réussir à faire déjouer ses adversaires, même si ça va être les montagnes russes, et il peut perdre au premier tour, comme aller en demi-finale et pester après sur la surface qui est trop lente, où il n'y arrive pas du tout. Et enfin on termine avec les deux Espagnols, Carlos Alcaraz qui a cette pause forcée qui peut être une bonne chose, parce que moi je mets un grand point d'interrogation concernant son état physique. Quand il a joué cette saison, il a toujours été très bon, mais quand il perd à Rio, également à Miami, derrière ça veut dire qu'il est blessé, qu'il a un pépin physique, il a du mal à enchaîner cet effort, ce qu'on peut comprendre vu l'agressivité, la puissance qu'il met dans ses frappes. Mais le calendrier va être à scruter de la part de Carlitos, et je pense que Juan Carlos Ferrero va faire le bon travail, parce que s'il arrive émoussé à Roland Garros, diminuer, ça risque d'être très compliqué pour lui. D'ailleurs son coach a fait une excellente interview sur Tennis Majors, je t'invite à aller la lire. Et concernant Rafael Nadal, à l'heure actuelle c'est difficile d'être confiant quant à ses chances de triompher à Roland Garros. Je sais qu'il nous a surpris plus d'une fois, et peut-être que mon discours sera différent d'ici quelques semaines, mais pour le moment, en ce début avril, je ne le vois pas forcément triompher porte d'Auteuil. Je pense qu'il va peut-être revenir petit à petit, retrouver des bonnes sensations, mais s'incliner avant les demi-finales porte d'Auteuil. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de rythme, de confiance, de repère. Et là, pour moi, ça me semble inimaginable à l'heure actuelle de le voir s'imposer là-bas. Et pourquoi pas, comme je l'avais dit dans le live, un discours positif à la fin. Imaginons qu'il perde avant les demi-finales à Roland Garros, après un gros match en 4-7 contre je ne sais pas qui, ça dépendra bien évidemment du tirage au sort. Mais un Nadal content par rapport au fait qu'il ait enfin pu rejouer sans douleur et qui laisse présager de bonnes choses pour le second semestre où il a très peu de points à défendre. Voilà à l'heure actuelle, en ce début avril, comment je vois les choses pour cette saison sur terre battue. Bien sûr, on va avancer semaine après semaine pour faire le point et voir qui se démarque et qui seront les joueurs en forme pour Roland Garros. Le tirage au sort, ça sera avec Alex ce vendredi à 17h. Et pour patienter, je t'invite à revoir notre live de fin de tournoi à Miami, dont on se retrouve de l'autre côté de l'écran.